Catherine Legoix a dû fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Montsalvi, mis à mort par le boucher Legoix, oncle de la jeune fille. Réfugiée en Bourgogne, elle séduit le duc Philippe, mais un hasard lui fait rencontrer le propre frère de Michel, Arnaud de Montsalvi. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, qui les donne l'un à l'autre. Arnaud épouse Catherine, ils rentrent à Montsalvi. Atteint de la lèpre, Arnaud doit s'enfermer dans une maladrerie. Une nuit, croyant Catherine infidèle, il s'échappe pour gagner Compostelle. Mais en chemin, il est enlevé et guéri par Zobéida, la sœur du calife de Grenade. Prévenue, Catherine se lance sur leurs traces. À Grenade, elle séduit le calife et retrouve Arnaud, mais Zobéida les surprend, ce qui contraint Arnaud à la tuer. Il est condamné à mourir sous la torture, à moins que Catherine ne le tue de sa propre main. Sauvé d'extrême justesse, il s'enfuit vers la France. Cependant, à la demande de la reine Yolande, Arnaud doit repartir pour libérer Paris. En son absence, Rodrigue de Villandrado en profite pour assiéger Montsalvi. Il convoite la ville et aussi Catherine, qui le repousse avec horreur. Elle apprend alors que pour se venger, le Castillan a envoyé son lieutenant Miguel prévenir Arnaud que Catherine s'est donnée à lui. Cependant, dans Paris libéré, Arnaud a retrouvé l'assassin de son frère et le tue, en dépit de la parole donnée par Richemont, tandis que Catherine et son page Béranger partent pour le rejoindre. À Paris, elle apprend de Tristan l'Hermite qu'Arnaud est arrêté et risque sa tête. Une joie cependant. Elle y retrouve Gauthier, son ancien écuyer. Vous venez déjà me préparer à la mort, mon père? Je me souviens pas d'avoir été jugé. Aussi ne suis-je pas un messager de mort, mais de vie. Je te connais. Tu es le lieutenant de Rodrigue de Villandrado? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous sauver et me venger. Me sauver? Touchante sollicitude. J'ai quelque peine à y croire. Ton maître et moi ne sommes pas tout à fait des amis. J'ai aussi parlé de vengeance. Écoutez-moi, demain, à minuit, vous serez exécuté. Richemont me fait exécuter. Sans jugement. Nous étions amis. Eh bien, s'il veut ma tête, qu'il la prenne. J'ai vengé mon frère. Mon cœur est en paix. Êtes-vous fou? Mourir, pour quoi faire? Pour qui? Et quand vous serez mort, qu'adviendra-t-il de Montsalvi, où Villandrado règne en maître? Qu'est-ce que tu dis? Villandrado est chez moi? Ce chien? Poisson d'âme, écoutez-moi, dont le temps presse. Ce chien, comme vous dites, a pris d'assaut votre ville. Mes enfants. Tout va bien de ce côté-là, c'est pour moi que ça a été mal. Quand Villandrado s'est installé à Montsalvi, il m'a refusé ma part. Il m'a chassé à coups de fouet quand j'ai protesté, regardez! Il n'a plus besoin de moi maintenant qu'il a ce qu'il voulait. Tout ce qui était à vous. Alors, vous avez toujours envie de mourir? Comment espères-tu te venger? En vous faisant sortir d'ici. Servez-vous de ça. Je vous attendrai dehors avec 2 chevaux demain soir à l'heure du souper. Et qui me dit que tu me tends pas un piège? La réponse à cette question,
C'est le bourreau qui vous la donnera demain à minuit. L'arrestation de Monsalvi scandalise la plupart de nos capitaines et de nos soldats, monseigneur. Quant à ceux qui ont combattu avec lui, ils sont fous furieux. Le fou furieux, c'est lui! L'homme qui l'a tué avait assassiné son frère. Eh bien, n'avait-il pas mille autres occasions de se venger de lui plus tard, sans trahir publiquement la parole que j'avais donnée? Chacun dans cette ville fait régner depuis 20 ans sa loi et sa justice personnelle, du moment qu'elle ne dérangeait pas l'anglais. Il est temps que l'on sache à Paris qu'il n'y a plus désormais qu'une loi et qu'une justice, celle de Dieu, dont le roi Charles VII est dépositaire, depuis qu'il a reçu à Reims l'onction sainte. Je suis ici pour les rétablir, et j'accomplirai ma tâche, quoi qu'il puisse m'en coûter. Le roi n'est pas seulement dépositaire de la loi et de la justice de Dieu, il l'est aussi de sa miséricorde. En retard, Tristan. Cela ne vous ressemble guère. Je vous demande 1000 fois pardon, monseigneur. Je viens à vous en ambassadeur d'une dame. Si c'est d'une dame, vous êtes tout excusé, Tristan. Vous n'avez pourtant guère la tournure d'un messager d'amour, sire Prévost. Eh bien, que veut cette dame? Une audience, monseigneur. Madame de Monsalvi réclame de vous un moment d'entretien. La comtesse est donc déjà à Paris. C'est elle que son mari a été emprisonné. Il m'a bien fallu le lui apprendre, monseigneur. Il est facile de deviner le sujet dont cette dame souhaite vous entretenir, monseigneur. Je redoute cette entrevue. Est-ce donc la première fois qu'une femme vous demande la grâce de son époux? Non. Mais j'ai pour la comtesse beaucoup d'estime. De l'amitié aussi. Alors il ne faut pas la recevoir. Ce serait injuste, aussi bien pour elle que pour le connétable. Il se doit à lui-même d'expliquer ce qui s'est passé. Si pourtant l'amitié doit inciter monseigneur à la clémence. Puis-je rappeler que Madame de Monsalvi vient de plus de 150 lieues, qu'elle est toujours dame de parage de la reine Yolande, que le royaume lui doit beaucoup. A-t-on oublié que sans son courage et sa ruse, Georges de la Trémouille serait encore le véritable maître de la France? Quelle réponse faut-il lui porter, monseigneur? Dois-je lui annoncer qu'on ne veut pas la voir? C'est impossible. Je demande qu'on la reçoive. Allez lui dire qu'elle pourra me voir tantôt. Il semble que vous ayez décidé d'employer toutes vos armes, Catherine. Mais je ne suis pas une humble suppliante, Tristan. N'oubliez pas Villandrado. Je suis la dame de Monsalvi qui s'en va réclamer justice pour sa ville et pour elle-même. Fière réponse. Aussi fière que je vais l'être de vous conduire devant le connétable. Mais vous le serez peut-être moins s'il vous demande de me conduire à la Bastille. Madame, là, en bas, un seigneur, un très grand seigneur, il vous le demande. Venez, venez vite. C'est Dieu. Vous, monseigneur? Alors relevez-vous, madame. Et hâtons-nous si nous ne voulons pas faire attendre le connétable. Mais monseigneur... Quoi, vous espériez conduire madame de Monsalvi? Avec votre permission, ce sera moi. Vous me faites si grand honneur, je ne sais que dire, monseigneur. Songez-vous qu'ainsi vous semblez épouser ma cause? Et comment ne l'épouserais-je pas? J'ai toujours considéré Arnaud comme mon frère, et vous le savez bien. Rien n'est plus vrai. Rien n'est plus vrai. Voici donc enfin, Madame de Monsalvi. Je ne vous attendais guère. Et pour être tout à fait franc, votre visite ne me cause aucun plaisir. J'ajouterai que c'est bien la première fois. Relevez-vous, je vous prie. Merci à vous, monseigneur. Merci du fond du cœur. Mais à présent, je dois me battre seule. Vous battre? Serait-ce contre moi? Je ne me bats contre personne, monseigneur. Mais pour quelque chose. Quelque chose qui s'appelle le bon droit. Je vous mets en garde, madame.
Votre attitude n'est guère convenable pour une suppliante. Mais je ne viens pas supplier. Je viens me plaindre. Et de quoi? Je me plains du mal que l'on fait aux miens, à ma terre, à ma cité, à mes gens et à moi-même. Je me plains de ce que, profitant de l'absence de mon époux venu combattre pour Paris, Rodrigue de Villandrado, capitaine du roi de France, est venu au mépris de tout droit assiéger Montsalvi, qui peut-être à cette heure est tombé, et crie sa douleur vers le ciel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vérité, je le crains. Pendant qu'Arnaud se battait à vos côtés, le chacal de Castille a jugé le moment propice pour faire main basse sur ses biens et sur ses terres. Imaginez-vous l'effet que cette nouvelle produira sur ceux d'Auvergne? Il parle déjà de donner l'assaut à la Bastille. J'espère au moins que messire Tristan a su tenir sa langue. Bien entendu, monseigneur. Mais une nouvelle de cette envergure finit toujours par prendre son envol, si muet qu'on sache se tenir. Faut-il vraiment courir un hasard si périlleux pour une faute à laquelle on peut trouver 1000 excuses? Aucune! Aucune excuse! Pour qui m'a contraint à me parjurer! Eh bien, acceptez que je prenne l'affront à mon compte. Jetez-moi, moi, à la Bastille et libérez Montsalvi. Est-ce que nous ne nous éloignons pas du sujet qui nous réunit? Madame de Montsalvi n'est-elle pas venue plaider pour son époux? Mais quelle femme serais-je, messire, si je ne souhaitais le sauver? Et si j'ai parlé d'abord du péril mortel où se trouve notre ville, c'est pour que Monseigneur le Connétable comprenne à quel point nous, gens de Montsalvi, avons besoin de notre défenseur naturel. Lui seul, avec ses compagnons dont vous n'avez plus besoin puisque Paris est libre à présent, peut chasser Villandrado et lui faire rendre gorge. J'enverrai au secours de Montsalvi. Mais quant au comte Arnaud, il a commis une faute trop grave pour qu'on la lui pardonne. Il a tué délibérément sous mes yeux l'un de ceux auxquels j'avais juré sauvegarde. Et que diriez-vous si vous voyiez passer devant vous, libre et absous, l'assassin de votre frère? Le Goix aurait tué un Montsalvi. Ha! J'aimerais savoir quand. Avez-vous oublié la révolte de la Grande Boucherie, menée par Caboche et Guillaume-Pierre Le Goix? Je me souviens, en effet. Caboche a tué un page ou un écuyer de ce nom, il me semble. Ce n'est pas Caboche qui l'a tué, messire. C'est Le Goix. Michel de Montsalvi était attaché à Madame la Duchesse de Guyenne, qui est aujourd'hui votre épouse, Monseigneur. Elle a prié, supplié avec larmes ses bourreaux sanglants de ne pas emmener son page. Ils n'ont rien écouté. Ils voulaient le pendre à Montfaucon. Il reste que votre époux devait suspendre sa vengeance dès l'instant où le connétable avait donné sa parole. Le peuple de Paris ne comprendrait pas qu'on fasse grâce. Et la veuve de Le Goix, qui a tout perdu, exige que le coupable soit puni. La veuve de Le Goix n'a-t-elle pas assez profité des biens mal acquis de son époux? Elle a tout perdu. Eh bien, je ne vais pas pleurer sur elle. Bien sûr. Vous êtes une grande dame. Que vous importe le sort d'une bourgeoise? Une grande dame. Je ne l'ai pas toujours été, messire de l'Allier. Vous me connaissez? Plus que vous ne croyez. N'aviez-vous pas jadis pour ami un autre Le Goix, un brave homme d'orfèvre qui exerçait son art sur le pont au change? En effet. Eh bien? Cet orfèvre avait une fille qui a tenté de sauver Michel de Montsalvi et qui a reçu de son sang quand il a été abattu à coups de tranchoir comme à l'abattoir. Une fille qui a vu son père pendu, sa maison brûlée, pour avoir donné asile à un fugitif. Comment pouvez-vous savoir tout cela? Parce que je suis Catherine Le Goix, messire de l'Allier. Et parce que si Arnaud de Montsalvi n'avait pas tué Le Goix, j'aurais moi réclamé sa tête pour mon père qui l'a pendu lui-même à son enseigne. Catherine Le Goix. Qui aurait pu imaginer? Oh, je vous en supplie, messire de l'Allier. Épargnez mon époux. Qu'il soit puni, qu'on l'emprisonne pour sa désobéissance, mais qu'on ne le fasse pas mourir. Il y a eu tant de sang versé déjà. Je vous en supplie, monseigneur, faites grâce. Madame de Richemont serait la première à vous demander l'avis d'Arnaud si elle était ici. Moi aussi, monseigneur. J'implore votre clémence. Rendez-nous Montsalvi.
J'ai donné ma parole. Seul Messire de l'Allier, au nom de Paris, peut faire grâce. C'est à Catherine Le Goy qu'au nom de Paris j'accorde cette grâce, non à la comtesse de Monsalvi. Avec votre permission, il faut que j'aille à la maison au pilier rapporter ce qui vient d'être dit ici. Vous avez gagné, ma belle guerrière. Tristan l'ermite va se mettre en route pour la Bastille et nous ramener votre époux. Je suis déjà parti, monseigneur. Quand le roi décidera-t-il enfin d'anéantir Villandrado et tous ses pareils? Tant qu'il en restera un dans le royaume, tous nos pauvres gens ne connaîtront ni bonheur ni paix. C'est une tâche énorme qu'il nous reste à accomplir, Dame Catherine. La paix avec la Bourgogne a jeté ses bêtes féroces sur les routes par milliers. Il faudra bien des années avant que nous en soyons débarrassés, et bien des souffrances pour le peuple. Eh bien, Monsalvi. Il s'est enfui de la Bastille. Comment? Un moine inconnu l'a aidé. Et ils ont tué 5 hommes. Et Monseigneur le bâtard est venu lui-même la chercher ici? Eh oui, comme je vous le dis. Ah, c'était superbe. Et quel honneur pour ma maison. L'un des plus grands capitaines de notre temps chez moi. Un prince de la maison d'Orléans, cousin du roi. Un prince un peu de la main gauche, mais un prince tout de même. Bon, eh bien, si c'est ça, je ferais peut-être bien de revenir demain. Le connétable l'aura peut-être retenu à souper. Ah, ça c'est bien possible. Mais rien ne vous presse. Je voudrais vous faire goûter un de ces petits vins de Sancerre. Bah, d'où le sortez-vous? Je croyais que vous n'aviez plus que de la bière et de la piquette de Suresnes. J'avais muré une partie de ma cave pour être bien sûr qu'il nous resterait quelque chose de bon à boire quand on serait libéré. Oh, la bonne idée! Allez vite me chercher cette merveille! Catherine! Catherine, tu ne me reconnais pas? Margot, que je vais te revoir. C'est l'évidence même, tu nages dans la joie. Que t'arrive-t-il? Quand tu es entrée, j'ai cru voir ton fantôme. Je te dirais, ce qui m'arrive est tellement affreux. Je peux pas te dire ça ici. Allons dans ta chambre. Renaudot, montez-nous un autre grand pot de votre merveille. Je crois que nous allons en avoir besoin. Toutes les deux. Allons, lumière de l'aurore. Ton ami Brice du soir est auprès de toi. Raconte-lui le dernier tour du captif franc, car c'est encore lui qui a fait des siennes, n'est-ce pas? Lumière de l'aurore et le captif franc. Versez-moi donc un peu de votre nectar. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Et
Celui de la femme aussi, d'après ma modeste expérience. Merci, Renaudot. Laissez-nous seuls à présent. Ah, là. Doucement. Encore. Mais comment donc? Oh, oh. Il a raison, Renaudot, il a quelque chose, son petit Van Sancerre. Quand on pense que les Anglais avalaient ça comme de la petite bière. Margot, tout est perdu. Ça s'est passé si mal que ça? Non. Ça s'était même très bien passé. Le connétable avait accordé la grâce d'Arnaud. Il l'avait envoyé chercher à la Bastille. C'est tellement affreux. Et alors, à la Bastille, Il n'y était plus. on l'avait déjà changé de prison? Non. On l'avait déjà... Oh. Non, mais il s'était évadé avec un moine. Un moine? D'où il sortait, ce moine? Alors ça, personne n'a pu le dire. Et c'est pas tout. Ah non? Il paraît qu'en prenant la fuite, il a tué 5 hommes. 5? Oh! Et il va pas de main morte, l'animal. Hein. 5 malheureux qui lui avaient rien fait. Je voudrais pas te faire de peine, hein. Je voudrais pas te paraître trop dur avec lui. Mais c'est une catastrophe, un bonhomme comme ça. Ça, c'est vrai. Je sais pas comment il s'arrange, mais si je le perds de vue un instant, je suis sûre de le retrouver en prison ou de pas le retrouver du tout. Ah, Renaudot, est-ce que Madame de Montsalvi est ici? Oui, oui. Depuis un petit moment déjà. Vous la cherchez? Oui, Monseigneur Dunois m'avait dit qu'il voulait lui offrir l'hospitalité en son hôtel des Tournelles. Je viens d'apprendre qu'elle n'y était pas. Ah, non, 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 elle est là. Et en bien triste état d'ailleurs. Mais Dame Margot la Déroule est auprès d'elle. Oh! Tristan? Bonjour, Tristan. Par la mordieu! Oh, c'est vilain de jurer. Pas autant que de s'enivrer! S'enivrer? Avec qui s'enivre ici? Qui? Mais vous deux! Et vous êtes saouls comme des griffes, ma parole! Allez chercher à boire, Tristan. Demandez au commandeur des croyants ou à son gros vizir. Allez! Mais Catherine, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes folle! Vous voulez donc vous tuer? Non. Oubliez. Tout oublié, même qui je suis. Margot et moi, on retourne au harem, à Grenade, toutes les deux. C'est bien le moment! Mais Montsalvi a plus que jamais besoin de vous! Il a toujours besoin de moi. Et moi, jamais personne ne me demande si moi j'ai besoin de lui. Mais un homme, ça peut pas comprendre ça. Allez, il faut pas pleurer. C'est trop injuste. Mais avec eux, on a toujours tort. Et il veut même pas aller nous chercher à boire. Chien de nuque. Oh! Les bouchers, mais que voulez-vous? Rien à toi, aubergiste. Tu rentres dans ton lit, t'en bouges pas quoi que tu entendes. Sinon, nous brûlons ta maison et toi avec. Martin, tu ranimes le feu. J'ai tout de même le droit de savoir. T'as tout juste le droit de répondre à une question.
Madame de Monsalvi, loge bien chez toi. Oui, mais... Où est-elle? Allez, réponds. Je te mets à griller dans ta cheminée comme un cochon. Elle est là-haut, mais vous n'allez pas lui faire de mal, j'espère. Ça te regarde pas. Dis donc. Je t'ai dit d'aller te coucher. Allez. Allez. Bon. Suivez-moi. J'aime pas qu'on braille. C'est mieux. Madame de Monsalvi, c'est toi? C'est moi. Mais que voulez-vous? Ça va pas tarder à le savoir, ma poulette. Allez, vous autres. Tu peux dormir, la fille. Si on a un moment, on va s'occuper de toi. Pas pour ça que je vous paie. Je veux qu'on la tue, c'est tout. J'ai passé un marché avec vous. J'ai payé pour ça. Alors faites ce pourquoi j'ai payé, rien d'autre. Enfin, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je m'appelle Berthe Legois. Nous sommes cousines, à ce qui paraît. Mais je vais quand même te tuer. T'as été faire la chatte avec ce grand âne batté de connétable. Et ton bâtard de mari a filé de la Bastille. Alors, si je peux pas voir sa peau, j'aurai la tienne. Guillaume Pierre Legois, tu es mon père! Le seul tort qu'il a eu, ça a été de pas tuer toute la famille. Mais on va arranger ça. Guillaume, ton tranchoir. Chazet, à la rescousse! Fais-moi ces bouffons d'été! Pardon. Eh bien, voilà une bonne chose de faite, non? Un rendez-vous utile, Renaudot. Allez nous chercher quelque chose à boire, on craque de soif ici. Allez. Hop, hop. Ce n'est pas un paysan. Il est encore chaud. À qui pouvait-il appartenir? Voilà une question à laquelle je peux répondre tout de suite. Il appartenait à Robert de Sarrebruck, qu'on appelle plutôt le damoiseau de Commercy. Vous êtes de sa troupe, vous aussi? Pour vous servir. Nous allons nous débarrasser de certaines choses qui ne vous serviront plus guère, telles que vos chevaux, vos armes, vos vêtements, et qui nous seront fort utiles à nous et au damoiseau. Le damoiseau? Tu mens. Le damoiseau n'a plus de troupe, il est prisonnier de René de Lorraine qui n'a certainement aucune envie de le relâcher. Qui n'en avait aucune envie. On ne lui a pas demandé son avis. À présent, notre bon maître est libre comme l'air. Et qui es-tu, toi, pour savoir tant de choses? Tu connais Rodrigue de Villandrado? Le chacal de Castille? Parbleu!
Lui et le damoiseau, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On ne s'aime guère, mais il arrive qu'on s'entende. Je suis Miguel Espinosa, son lieutenant, en route pour le rejoindre en Auvergne. Et celui-là, qui c'est? Je te l'expliquerai si tu acceptes de nous aider. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il vient d'avoir maille à partir avec la justice du roi. Ah, intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ah, nos chevaux sont fourbus, le mien boite. Nous avons faim et soif. Nos dépouilles te rapporteraient pas grand-chose. T'es le chef de ces hommes? De ceux-là, oui. Les autres tiennent à mon voisin. Alors conduis-nous à ton chef. Le voilà. On l'appelait Tempête. C'était le lieutenant préféré du damoiseau. Il a été tué dans le combat contre les gens d'ici. Pourquoi ne l'avez-vous pas enterré? Vous n'avez pas l'intention de le ramener à son maître, j'imagine? Ça lui ferait plaisir de le revoir. Oui, mais dans quel état? Il fait pas chaud. Et puis le damoiseau n'est pas si loin. Ici, on est entre Montargis et Auxerre. Et lui, il est un peu au-delà de Joigny. Si vous voulez voir le chef, il faut que vous veniez jusque-là. Impossible. Nous allons en Auvergne et nous n'avons pas de temps à perdre. T'es de là-bas? Oui? Pourquoi? Parce que si t'es recherché, c'est là-bas qu'on ira en premier. Tu ferais mieux de venir avec nous. Il a des comptes à régler là-bas. Avec le Castillon? Avec sa femme. Ma femme? Que veux-tu dire? Il y a tout de même des choses qu'il faut que je t'apprenne. Ça regarde que lui et moi. Explique-toi, j'aime pas qu'on parle de ma femme. Difficile de faire autrement. Ça m'envoie là, c'est encore plus difficile à dire. Dépêche-toi, je suis pas patient. Bien. Peut-être reconnaîtras-tu cette chemise et cette écriture. Ça t'expliquera pourquoi Villandrado est à ville aussi facilement. Ta femme était sa maîtresse depuis longtemps. C'est elle qui lui a ouvert la porte. Maudit! Nous serons enfin l'un à l'autre. Rodrigue, mon bien-aimé. Quand l'homme dont toi seul est parvenu à me détacher aura enfin quitté ce monde. Dis donc, toi, tu as frappé comme la foudre! Je ne sais pas si vous avez raison de vouloir rencontrer le roi. Le connétable ne peut plus rien et au-dessus de lui, il y a le roi. Lui seul peut absoudre entièrement mon époux. L'absoudre. Encore faudrait-il savoir où il est. On ne peut pas faire grâce à un courant d'air. Mais je saurais bien le retrouver. Mais d'abord, je veux être certaine qu'on ne me le tuera pas. Si la reine Yolande était ici, j'aurais recours à elle, mais on dit qu'elle s'attarde en Provence. Il ne me reste donc que le roi. Laissez-la suivre son idée, messire Tristan. Jusqu'à présent, ça ne lui a pas si mal réussi. Le roi l'aime bien. Le roi a bien changé, ma chère. Bien malin qui peut savoir s'il aime ou n'aime pas. Mais peut-être avez-vous raison. Il faut frapper à toutes les portes. Et crier « Dieu vous bénisse » quand l'une consent à s'ouvrir. Et le diable l'emporte si elle vous claque au nez. Non, Dame Catherine, ce que vous me demandez est impossible. Il est grand temps que ce royaume se remette en ordre et que les capitaines apprennent enfin l'obéissance. Sire, mais je vous ai expliqué ce qui s'était passé à Paris. Mon époux s'est enfui parce qu'il se croyait condamné. Il ignorait que le connétable venait de lui faire grâce. Sans doute. Mais je dois le respect au chef de mes armées. Et là où il condamne, je dois m'abstenir de faire grâce. Mais vous avez reçu l'onction sacrée. Nul ne peut vous reprocher d'absoudre l'un de vos plus vaillants soldats. Et je sais que le connétable accepterait sans murmurer. Oh, je vous en conjure. Écoutez-moi. Voyez mon chagrin, ma détresse. Qu'adviendra-t-il de nos enfants
de notre fief et de moi-même si le maître de Montsalvi doit mourir. Filandrado triomphera. Oh, je vous en prie, ne pleurez pas, je ne peux le supporter. Je vous ai toujours montré de l'amitié, n'en abusez pas. Ce serait mal agir. Nul ne doit forcer la main du roi. Quant à vous, mon doux sire, n'oubliez pas les recommandations de Madame Yolande. Vous devez vous montrer ferme afin de maintenir votre autorité. Agnès, mon bel ange, je vous croyais au Verger à profiter de ce beau soleil. Le beau soleil noircit la peau et rougit les yeux, et puis je m'ennuyais de vous. Comme elle a bien dit cela. Tu t'ennuyais, mon bel ange. Mais moi, je mourrais, je languissais, car un instant sans toi est un siècle en enfer. Sire, ne m'accorderez-vous pas cette grâce? Vous êtes encore là. Je vous ai déjà dit non, madame. Le seul qui peut faire grâce est le connétable. Lui seul. Retournez vers lui. Venez avec moi, ma belle Agnès. Mon Dieu, que fait-elle? Que c'est long! Béranger, calme-toi. Il refuse. Il me renvoie à Richemont. Il dit que lui seul peut faire grâce. Mais enfin, n'y a-t-il personne pour prendre cette décision? Alors retournons à Paris. Ah non, Dame Catherine, rentrons à la maison. Je suis sûr que Messire Arnaud s'y trouve déjà. Mais ce n'est pas Messire Arnaud qu'il faut rejoindre, Troubadour. C'est un homme libre à qui Dame Catherine doit apporter sa grâce en bonne et due forme. Enfin, qu'est-ce que nous risquons à aller supplier le connétable encore une fois? Non, Gauthier. Il me reste quelqu'un à supplier. Qu'il me pardonne de n'avoir pas commencé par lui. Madame de Montsalvi. Seigneur. C'est bien de prier, mais pourquoi tant de larmes? Les larmes soulagent quand le cœur est trop lourd. À condition qu'il y ait l'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Et vous le dites dans une église? N'avez-vous plus la foi? Je ne sais plus. Que le dauphin veuille me pardonner, mais il ne peut comprendre. Croyez-vous? Je vous ai vu arriver, j'ai voulu savoir ce qui vous amenait. Je suis très curieux par nature, c'est ainsi. J'ai écouté votre entretien avec le roi. Je vous ai entendu l'implorer. Alors vous savez que j'aurais peut-être pu toucher son cœur si cette jeune fille... Cette putain! Cette Agnès Sorel, dont il s'est entiché et qu'il mène par le bout du nez, le ruine et fait pleurer ma mère. Monseigneur, de telles paroles dans une église. Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, mais je la hais. Car elle détourne mon père des grandes affaires du royaume, et le royaume doit passer avant tout. Vous voulez que votre époux vive, n'est-ce pas? Oh oui, Monseigneur. Alors écoutez-moi, allez à Tours, où votre ami Jacques Coeur est en train de préparer mes noces. Dans quelques jours, j'y serai moi-même pour épouser la princesse Marguerite d'Écosse. Le mariage est fixé au 2 juin. N'êtes-vous pas heureux? Le dauphin de France ne se marie pas pour être heureux. Mais il a, au jour de ses noces, de grands pouvoirs. Venez à la sortie de la messe, et c'est à moi que vous demanderez la grâce du comte de Montsalvi. Nul ne m'empêchera de vous l'accorder. Oh, Monseigneur! Mais comment vous remercier? Priant pour moi. Et en me servant aussi bien que vous avez servi mon père, quand je serai roi. Je m'appelle Louis, je serai le 11e du nom. J'en préférais 12. 12 est un chiffre qui porte chance. Mais 11, est-ce un bon ou un mauvais chiffre? Qu'en pensez-vous, madame?
attention à ce tonneau, hein, c'est du Malvoisie. Vous le mettrez dans le petit cellier. Robert, fais-moi enlever ces pièces de drap du Brabant. S'il pleut, elles seront perdues. Asselin, cours au port voir si la barge de Saumur a été déchargée. Catherine! Jacques! Oh! Oh, Catherine! Est-ce bien vous? Je crois qu'il n'y a aucun doute. Enfin, le Seigneur m'a exaucé. Voilà des semaines que je lui demande la joie de vous revoir. Une joie facile à exaucer. Vous qui êtes toujours sur les chemins, que ne venez-vous nous rendre visite plus souvent? Pardonnez-moi. C'est de vous voir toute seule comme autrefois dont je rêve. Et vous voilà, toujours aussi belle. Jacques. Massé n'est pas avec vous? Non, elle est encore à Bourges. Mais elle viendra bientôt, dans quelques jours, pour le mariage du dauphin. Vous assisterez aux cérémonies, j'espère? En quelque sorte. Mais pas à titre d'invité. Comment? N'êtes-vous pas dame de la reine? Ne me posez pas de questions, mon ami. Je vous dirai tout. Je suis seulement venue voir si vous étiez là. À présent, je vous laisse à vos affaires. Mais où allez-vous? Mais où voulez-vous que j'aille? Chercher un logis? Vous allez rester ici. C'est pas la place qui manque. Vous êtes seul, Massé est à Bourges, et moi j'ai ces deux garçons. Gauthier de Chazet, mon écuyer, et Béranger de Roquemorel, que vous connaissez déjà. Ah, le pêcheur. Vous êtes tous les bienvenus. Si ma femme est absente, ma gouvernante tient ma maison toujours prête et vous servira au mieux. Venez, je vous conduis. Et courez fort, prendre la dernière cargaison. Et prenez-en grand soin, s'il vous plaît. Avec votre permission, nous allons nous retirer. Il est déjà tard et le gamin a besoin de son lit. Moi qui dis ça. C'est moi qui le dis. Allez, lève-toi et dis bonsoir. Si tu es sage, je te chanterai une chanson édifiante que j'ai appris autrefois à la Sorbonne. J'en connais des plus belles que toi et qui te tirent les larmes. Merveille, je ne demande qu'à pleurer. Bonjour, la Catherine. Bonsoir, maître Cœur. Bonsoir, mes amis. Vous avez toujours eu le talent de choisir vos escortes, Catherine. Tous ceux qui suivent, ne serait-ce qu'un instant votre chemin, vous demeurent attachés. Au fait, qu'est devenu Messire Huguenin de Longchamp? Il est parti un beau jour avec frère Étienne. Il s'agissait d'accomplir un vœu. Je ne sais lequel. Mais je sais qu'il me manque souvent. Surtout en ce moment. Laissez-moi le remplacer, un peu. Ainsi, vous avez rencontré le dauphin Louis. Étrange garçon. Son regard, quelquefois, me fait froid dans le dos. En tout cas, il a tort de parler d'Agnès Sorel comme il le fait. Mais quand le roi affiche une maîtresse, son fils peut difficilement l'aimer. Peut-être. Mais il est encore bien jeune pour distinguer les rouages délicats de la politique menée par sa grand-mère. Ne vous y trompez pas, Catherine. Agnès n'est qu'un pion sur l'échiquier de la Règne-Hollande. Comme nous le sommes tous, d'ailleurs. Comme les Richemont, comme l'a été Jeanne d'Arc. Mais enfin, Jacques, vous n'allez pas comparer Jeanne à une jolie fille qui n'a eu d'autre peine que d'ouvrir son lit au roi? La pucelle n'aurait sans doute jamais approché Charles VII si Yolande n'avait préparé son chemin jusqu'à Chinon. Elle a préparé aussi celui d'Agnès. Allons donc. Alors que la reine Marie est sa fille. Les vues de Yolande sont plus hautes. Avez-vous trouvé le roi changé? Ah ça oui. Il a enfin l'air d'un roi. Parce qu'il en est un. Pourtant, il n'en prenait pas le chemin.
Après l'enlèvement de la Trémouille, il traînait des regrets qui auraient pu le faire tomber sous la griffe du premier aventurier venu. Et il est tombé sous celle d'une aventurière. Allons, faites taire votre rancune. Voici quelques mois, la reine Yolande désespérait de pouvoir arracher le roi à ses remords. Quand la duchesse de Lorraine est arrivée à la cour, Agnès Sorel faisait partie de sa suite. Le roi était foudroyé par sa beauté. Il en est tombé amoureux fou. Alors la reine des 4 royaumes a décidé de prendre en main cette jolie fille, d'en faire sa créature. Et quand la duchesse est repartie, Agnès est restée. Mais je ne vois rien là de miraculeux. Non? Alors écoutez cette histoire. Un soir, Agnès, en badinant avec le roi, lui a dit qu'une devineresse lui avait prédit l'amour du plus grand roi du monde. Puis elle ajouta: « Il faudra donc que j'aille en Angleterre et me fasse présenter au roi. Car le plus grand roi du monde ne peut être vous, sire, qui restez à ne rien faire, tandis que l'Anglais vous arrache votre héritage. » C'est cette petite phrase qui a changé le roi. C'est Agnès. Vous l'aimez donc, vous aussi. Ne savez-vous pas qui j'aime? Et je ne changerai jamais. Agnès m'aide à rendre son éclat à la cour de France. Nous sommes alliés. Et amis. Regardez. Des perles. Un collier de perles. Et une telle merveille, ça n'existe pas. Cela existe à présent. Grâce au Soudan d'Égypte. C'est lui qui me l'a envoyé. Regardez comme il vous va bien. Il est somptueux. Oui. Je crois que l'idée aura du succès. Ce collier est à vous pour me porter chance. Je ne peux pas accepter, Jacques. Vous m'avez déjà trop donné. Et puis, ne feriez-vous pas mieux de l'offrir à votre amie Agnès? Elle en aura d'autres. Le second, par exemple. Quant à celui-là, si vous n'en voulez pas, je le jette à la Loire. Oh, ne dites pas de folie. Je suis très sérieux. Il vous a touché. Le donner à une autre serait un sacrilège.